journal permanent. 20h13 sur Europe 1, au lendemain des annonces de son plan de rigueur budgétaire. François Bayrou a reçu le soutien d'Emmanuel Macron. Le président de la République a salué une stratégie solide dont le pays a besoin, invite toutes les forces politiques à proposer d'autres idées si celles-ci sont plus intelligentes. François Bayrou a annoncé la suppression de 2 jours fériés, le gel des prestations sociales et des retraites pour réaliser 43,8 milliards d'euros d'économies en 2026. Les États-Unis espèrent une désescalade. Israël a frappé des cibles en Syrie, notamment le QG de l'armée à Damas. Israël menace d'intensifier ses frappes contre les forces syriennes si elles ne quittent pas la région de Souïda, à majorité druze, dans le sud du pays, où les violences ont fait jusqu'à présent 300 morts en 3 jours. Le scandale du Dieselgate, après ceux déjà demandés contre Volkswagen. Peugeot, Citroën ou Renault, le parquet de Paris requiert une 4e procédure pour tromperie aggravée. Le constructeur italien Fiat est désormais soupçonné d'avoir commercialisé entre 2014 et 2017 des véhicules sous marque Fiat, Alfa Romeo et Jeep équipés de moteurs diesel qui auraient dépassé fréquemment le seuil réglementaire d'émission d'oxyde d'azote, des polluants atmosphériques qui favorisent l'apparition chez l'humain de maladies respiratoires. La mort de Loïc Le Floch-Prigent, ancien PDG de grandes sociétés publiques comme Rhône Poulenc, Elf Aquitaine, GDF et la SNCF condamnés dans l'affaire Elf pour abus de biens sociaux. Loïc Le Floch-Prigent avait 81 ans. La 11e étape du Tour, marquée par l'interpellation d'un militant pro-palestinien ayant perturbé l'arrivée à Toulouse et la chute de Tadej Pogačar, victoire du Norvégien Tobias Johansen, l'Irlandais Ben Illy toujours en jaune avec 29 secondes d'avance sur le Slovène Pogačar. Europe 1 soir. 19h, 21h, Pierre de Villeneuve. Avec mes camarades de la 2e heure, bonsoir Georges Fenech. Bonsoir Pierre. Bonsoir Vincent Roy. Bonsoir Pierre. Et bonsoir à vous Hervé Morin. Bonsoir monsieur. Merci d'être là, président de la région de Normandie, ancien ministre de la Défense, président des centristes. J'allais dire, à votre tour, vous arrivez avec des propositions, une feuille de route pour redresser la France. Vous dites sortir du déni, agir avec lucidité. Avec David Lisnard, vous proposez toute une stratégie en 2 piliers, réduire le périmètre de l'État ainsi que la bureaucratie. Objectif 200 milliards d'économies sur 5 ans, qui dit mieux? Non, mais derrière cette tribune, c'est clairement de dire aux Français, ne croyons pas que le plan présenté par François Bayrou suffit à lui seul pour régler l'affaire. Mais est-ce que déjà il est courageux? Oui, je pense il peut pas. Écoutez, faut se dire les choses telles qu'elles sont. Est-ce qu'il pouvait faire mieux dans le contexte politique dans lequel il est? Non. La preuve, vous faites mieux. Oui, mais nous, ce qu'on veut dire, c'est que tout ça, ça se jouera au moment de l'élection présidentielle. On voit bien que le problème du pays, c'est qu'on peut pas retourner, que le président de la République ne tire pas les conséquences de son échec et qu'il ne propose pas aux Français, en quelque sorte, qu'on puisse rebattre les cartes et retrouver un système dans lequel on a un président de la République, une majorité, et qu'on peut engager des réformes structurelles en profondeur, d'efficacité de l'action publique, de rééquilibrage des régimes de retraite, de valorisation du travail, de financement de la protection sociale, etc. Bon, François Bayrou, il fait ce qu'il peut dans un contexte politique où globalement, on a tout d'abord une espèce de commedia dell'arte exceptionnelle, où chacun va au bout du compte juger son plan en fonction d'une seule chose: est-ce que c'est le moment ou non de procéder au renversement du gouvernement en fonction de mon analyse politique du moment. Et donc, le RN et les filles et le PS vont se dire, est-ce que c'est le moment, c'est pas le moment, l'état de l'opinion, les procédures judiciaires en cours des uns, etc., etc. Donc, on a un Premier ministre qui fait ce qu'il peut, qui ne règle en rien le problème, dit Édouard Philippe. Votre camarade normand. J'ai envie de dire à Édouard, où étais-tu? Où étais-tu? Oui, voilà, bon. C'est Georges Fenech qui souffle à Hervé. Non, mais je voulais. Où étais-tu? Je pense qu'il voulait dire autre chose d'un peu plus salace. Non, mais je veux juste te dire que dans ce cas-là, il faut qu'il aille jusqu'au bout. Il en dit trop, pas assez. Et dans ce cas-là, il faut qu'Édouard aille jusqu'au bout. Il dit, si j'ai pas pu faire les réformes de fond parce qu'Emmanuel Macron m'a empêché de les faire. C'est ça qu'il faut qu'il dise. Parce que là, sinon on lui dit, écoute, pendant 3 ans, les déficits publics, ils ont sacrément filé. Le régime des retraites, il n'y a pas eu de réforme du régime des retraites. Donc, moi, ce que je crois, c'est que Édouard Philippe
a été dans l'incapacité de pouvoir mener un certain nombre de réformes structurelles parce qu'il avait face à lui un président de la République dont le seul réflexe c'est de dépenser des milliards chaque semaine. Je m'amusais à une époque quand il était encore, j'allais dire, l'exécutif absolu du pays, à faire l'addition des milliards qu'il annonçait chaque semaine. C'était exceptionnel. Chaque jour, vous aviez des milliards. Et d'ailleurs, il n'arrive pas à s'en empêcher. Vous Même lui encore disiez, maintenant, il vous le lui fait. disiez à l'époque? Non, je parle d'Emmanuel Macron. Non, mais je sais bien, mais... Édouard Philippe. Bah, Moi, j'ai. Vous pouviez le dire à Édouard Philippe, qui le transmettait éventuellement à Emmanuel Macron. Tout le monde me demandait toujours, compte tenu de mon positionnement politique, mais pourquoi tu n'es pas pourquoi tu ne fais pas partie de la majorité d'Emmanuel Macron? J'ai toujours pensé que c'était une fausse valeur. Bon, voilà. Vous parlez du président de la République. Oui. Une fausse valeur. Oui, une fausse valeur. Oui, pardon, en démocratie, on n'est pas en monarchie, on dit ce qu'on veut. C'est pas insultant. Je pense qu'on a affaire à quelqu'un dont le caractère, il est d'une intelligence, ça sans aucun doute, mais c'est pas ça qu'on demande d'un président de la République. Ce qu'on lui demande, c'est de sortir d'un caractère dont on voit bien que avant tout son égocentrisme et son narcissisme est absolu, et que au bout du compte, on a affaire à une politique qui consiste à faire des coups, des annonces. Je prends un exemple simple. L'hôtel de Brienne le 13 juillet au soir. Discours aux armées. Il faut 3,5 milliards de puces. Bon, très bien. Pardon, mais j'ai le souvenir d'un chef d'état-major des armées, le général De Villiers, qui s'est fait virer parce qu'il avait eu le malheur, dans le cadre d'un travail d'une commission parlementaire, de dire il faudrait qu'on augmente le budget. Et donc, on se retrouve dans une situation où le même qui a viré un chef d'état-major des armées qui disait serait bon d'augmenter les crédits militaires, quelques années plus tard... Qui avait eu, soi-disant, l'outrecuidance parler au nom du chef des armées, qui est le président de la République. Quelques années... Oui, mais tous les chefs d'état-major des armées ont toujours expliqué devant les commissions parlementaires compétentes... Je suis pas du tout en train de défendre qui que ce soit, vous aurez compris, Hervé Morin. Mais je veux dire, on se dit, mais franchement, on rêve, quoi. Voilà, bon. Oui. Georges Fenech. Écoutez, moi, j'ai vraiment beaucoup de plaisir à écouter Hervé Morin. Je lui ai dit d'ailleurs tout à l'heure, avant d'entrer sur le plateau, il est le seul qui tient. Faut pas lui passer de la pommade tout de suite. Non, mais parce que je vais dire mais après, mais. Oui, c'est d'abord oui, mais. Sur le coup près, général. Il est l'un des rares politiques à dire vraiment les choses de manière claire. Voilà. Alors, je voudrais profiter de sa présence pour lui poser une question, mais en tant qu'ancien ministre de la Défense, je vais lui poser cette question. Moi, j'ai un sentiment. J'ai peur du côté un peu va-t-en-guerre de chef de l'État, parce que finalement, on voit bien qu'il veut absolument accréditer l'idée que nous sommes déjà en guerre et que nous devons absolument faire un effort budgétaire, d'accord, mais quand il cible directement la Russie, que nous sommes en guerre, que nous sommes la première puissance visée par la Russie, que pratiquement, il va falloir établir le service national et on vous enverra aussi des kits, au cas où il y aurait une bombe nucléaire. Moi, ça me fait peur. Et comme Monsieur Morin, à l'instant, parle un peu de sa psychologie, en réalité, ce qu'il est en train de nous dire, moi, je dis, mais est-ce qu'il y a des garde-fous dans ce pays pour l'empêcher d'aller plus loin encore? Moi, je parle sincèrement. Je suis inquiet. Hervé Morin, réponse. Écoutez, j'ai eu l'occasion de le dire dans une émission du dimanche matin sur Europe 1. Que je connais bien. Voilà. Le grand rendez-vous. J'ai été quasiment le seul responsable politique ou homme politique à dire, voilà, moi, le président public, il m'inquiète quand il est dans l'excès, dans parfois même la provocation à l'égard de Vladimir Poutine. Je pense qu'il faut une fermeté dans l'expression, mais sans jamais être dans la provocation. Il faut être de la sérénité des vieilles troupes, voilà, de la solidité des vieilles troupes. Il est chef des armées, donc il doit avoir cette sérénité-là. Oui, mais ça vous bon, voilà. Et je pense qu'on peut tout à fait être extrêmement ferme sur les principes, sur un certain nombre d'idées, de projets, de soutien à l'Ukraine, sans pour autant avoir des mots qui sont parfois excessifs, comme il a pu les avoir à l'égard de Vladimir Poutine. Vincent Roy. Bon, dans le même temps,
il me semble qu'il a bien compris qu'il n'était, enfin, il a l'impression de n'être jamais meilleur qu'en chef de guerre. Souvenez-vous, lorsqu'il y avait le Covid, c'était la guerre. Là, maintenant, quand la Russie est arrivée en Ukraine, c'était la guerre. Il est chaque fois comme ça. Je veux dire. Alors, je suis assez d'accord. Il aime bien les tenues, en tout cas. On l'a vu sur les navires de la Marine nationale en TPB, c'est-à-dire ces grandes salopettes bleu marine, les tenues de protection de base, et on l'a vu en tenue de pilote avec les Rafales. Il aime bien les tenues. Oui, il a son blouson de cuir quand il se promène dans le nord de la France. Bon, mais je suis d'accord avec Georges, ça peut faire peur. Oui. Mais d'un autre côté, je me dis il essaie à toute force de se refaire la fraise parce qu'il est tombé quand même très très bas. Refaire la fraise. Oui, il essaie quand même à toute force. Je note votre expression bien française. Française. Et donc voilà, il se positionne. Bon, c'est son périmètre en plus à lui. Il se positionne comme le chef de guerre. Il a un côté comme ça, quoi. Oui. Bon, donc je suis pas vraiment étonné. Vous en pensez quoi ? Vous pensez aussi qu'il peut Non, mais on voit très bien que bien entendu, toutes ces crises, c'est pas lui qui les génère, etc. Donc on peut pas dire que il essaie de bâtir des modèles dans lesquels il puisse ensuite se redresser politiquement. On est bien d'accord. Bon, mais en général, vous vous redressez dans l'opinion publique quand tout d'un coup les Français sont inquiets ou il y a des crises majeures. Sauf que là ça marche plus. Vous avez mais d'accord que ça marche plus. Là on a eu des mises en scène extraordinaires comme celle où il est entre un Rafale et un Mirage 2000 en expliquant sur la base de Luxeuil, etc. Enfin tout ça c'était des mises en scène absolument incroyable. C'est là où il avait totalement inutile. Ouais. Non mais je dois dire que je reviens sur le 13 juillet au soir à l'hôtel de Brienne. Dire il faut maintenant de l'argent pour la défense, très bien. Je rappelle qu'il a annoncé on devait être en économie de guerre depuis 2022. Il n'y a pas eu un crédit supplémentaire entre 2022 et 2025 qui ont été accordés aux entreprises dans le cadre de lancement de programmes, de compléments d'équipement pour les armées. Et j'ai envie de lui dire, si on est est-ce qu'on est... Mais le budget de la défense... Qui a été à l'origine de l'état d'endettement et de situation financière calamiteuse c'est quand même c'est 8 années de mandat. Mais en 8 ans, le budget de la défense aura doublé. Oui, non mais le même qui vous dit, à Bayrou, il faut 3,5 milliards cette année, 3,5 milliards l'année prochaine, on lui dit mais qui tu es pour dire ça quand tu as mis le pays dans cette situation financière? On a été très sévère vis-à-vis de François Hollande, mais force est de constater que quand François Hollande est parti, la situation était nettement meilleure qu'aujourd'hui. Oui. Je pense qu'Hervé Morin le dira de la même manière. Oui. Sur le plan économique. Puisqu'on a Hervé Morin avec nous, il y a une question qui me turlupine. En admettant que ça se passe très mal pour M. Bayrou. Admettons que ça se passe très mal à la rentrée. Censure. Oui, censure. Démission. Censure, démission, renversement. Il se passe quoi pour le président de la République? Il ira chercher encore un autre. Un autre. Et qu'est-ce qui se passe financièrement pour le pays? C'est la grande incertitude. Parce qu'il a parlé de la falaise, M. Bayrou. Oui, mais là-dessus, je pense que nos compatriotes sont en train. Non, mais c'est ce qu'on disait en première heure avant que vous arriviez, c'est-à-dire qu'on est quand même dans une situation ubuesque où on a un sondage, la CSA, pour Europe 1, le JDD et CNews, qui vous donne quand même 90% des Français, 9 Français sur 10, sont pour que l'État baisse drastiquement ses dépenses. Et face à ça, vous avez, comme vous l'avez dit à l'instant Hervé Morin, la Commedia dell'arte qui se met en place pour 2027, avec les différents protagonistes de ce que j'ai appelé tout à l'heure, juste avant le journal de 20h, un théâtre kabuki, où vous avez des protagonistes qui viennent vous expliquer quelle partition ils vont jouer pour 2027. Mais les Français s'en foutent. Les Français veulent que ce pays s'en sorte. Et comment est-ce qu'on peut continuer comme ça? Hervé Morin, vous qui êtes président de région, qui avez les administrés, j'allais dire, au bout des doigts, puisque vous les voyez tous les jours et vous leur parlez, et notamment les PME aussi qui sont là, et certaines dans l'énergie, certaines dans le traitement des eaux, certaines dans la vie quotidienne. Comment est-ce que ces gens-là peuvent encore s'adresser à des responsables politiques, quels qu'ils soient, quand on voit ce que c'est que la classe politique aujourd'hui? Ce qui est sûr, c'est que nos compatriotes ont une dose de schizophrénie sur ce sujet. C'est-à-dire qu'à la fois, ils disent il faut réduire la dépense, mais jamais celle qui me concerne.
il y a quand même beaucoup de cela. Faut quand même se le dire. C'est-à-dire que la réduction de la dépense, elle est toujours valable pour celui d'à côté, quand même. Hein. Là, je sais pas si c'est encore vrai, mais pendant très longtemps, et Georges Fenech qui a été parlementaire le sait, la dépense publique a toujours été populaire dans le pays. Et si on regarde l'histoire de la France a toujours été dans des situations financières dramatiques, ou presque. Il y a eu quelques périodes de résurrection. Le dernier budget en équilibre, Général de Gaulle, 1974, je crois. Le dernier budget en équilibre, c'est Raymond Barre, le budget de 1981, après deux chocs pétroliers. Voilà. Mais il y a eu, grosso modo, le plan Armand-Rueff, 58, le Général de Gaulle, et une trentaine d'années où la France a été sérieuse. Mais si vous prenez toute avec la période... Avec Pompidou, 6% de croissance et 25% d'accroissement du pouvoir d'achat. Troisième puissance économique mondiale, en 1981, etc. Et une égalité des monnaies entre le dollar vous avez et le Deutschmark. Toute la période de la monarchie, où en vérité on court derrière l'argent tout le temps. Oui, c'est vrai. Toute la période de la République, jusqu'à 4e incluse. Mais c'est pas une raison, Hervé Morin. Non, mais je veux dire, on a quand même en France... La dépense publique... On a le logiciel d'une cigale. Non, mais regardez les maires. C'est très significatif. Ouais. Le maire qui endette beaucoup sa commune, mais qui fait des choses, il finit toujours par être populaire, il est réélu. Même si la commune est au bord de la rue. Donc on a un problème de logiciel. On a un problème de logiciel réel. Et donc il y a un moment, il faut quand même pointer les choses. Et il y a la question de la dépense, une nouvelle efficacité de l'action publique. Et puis de l'autre, il y a la question de la production. Il faut qu'un jour ou l'autre, on dise aux Français, on ne produit pas assez. Et au moins la question des 2 jours, ça permet de poser le débat de la quantité de richesse produite par le pays pour alimenter le reste. La transition avec après la pause, parce que là on a fait quand même Hervé Morin prêt-à-porter demi-mesure, donc on a taillé des costards, on va s'arrêter. On va juste s'arrêter maintenant sur vos propositions. Ça sera juste après le rappel de l'info avec Maël Hassani. Je voulais juste vous dire que tout l'été, du lundi au dimanche, de 16h à 18h, vous retrouvez Balade en France avec William Lémergie qui vous emmène demain au musée de la Visitation à Moulins dans l'Allier, à Audierne dans le Finistère pour visiter un atelier de nacre et à la maison Caillebotte à Hyères dans l'Essonne. Europe 1, le journal permanent. 20h30, Maël Hassani. Emmanuel Macron invite les différentes forces politiques à proposer des pistes d'économie pour le prochain budget. Si des idées sont plus intelligentes, François Bayrou les recevra, assure le président de la République. Au lendemain de l'annonce du plan de redressement des comptes publics par le Premier ministre avec 44 milliards d'euros d'économie en 2026. Une stratégie claire et solide, selon Emmanuel Macron. Au moins 3 morts et 34 blessés dans les frappes israéliennes sur Damas. Des bombardements contre des cibles militaires, notamment sur une partie du palais présidentiel. L'État hébreu apporte son soutien aux Druzes, une minorité victime de massacres à Soudeïda dans le sud de la Syrie. Le Quai d'Orsay fait part de sa vive préoccupation. Une enquête ouverte pour meurtre en bande organisée après la découverte d'un corps carbonisé hier soir à Saint-Bénezet dans le Gard. La victime est un jeune homme de 19 ans dont l'exécution a été filmée et diffusée sur les réseaux sociaux. Ce meurtre s'inscrit vraisemblablement dans le cadre de la guerre des narcotrafiquants à Nîmes. Sur le Tour de France, la victoire au sprint du Norvégien Jonas Abrahamsen après une 11e étape au scénario fou. Une boucle autour de Toulouse marquée par la chute de Tadej Pogačar dans le final. Le Slovène reste 2e au classement général. Derrière le maillot jaune, Ben Illy. Et puis prudence demain dans le sud-est de la France. 2 départements resteront en alerte rouge pour les risques de feux de forêt. Les Bouches-du-Rhône et le Vaucluse. Des massifs forestiers seront interdits d'accès par mesure de précaution. L'heure, Maël Hassani pour le rappel de l'actualité. Europe 1 Soir. 19h, 21h, Pierre de Villeneuve. Toujours avec Georges Fenech, Vincent Roy et Hervé Morin qui a cette tribune. Sortir du déni, agir avec lucidité, redresser la France. Quelques propositions, la privatisation des fonctions non régaliennes, la réduction progressive de 600 000 postes dans les fonctions administratives, le recentrage de l'État sur des sujets régaliens, la convergence des régimes de retraite publics et privés, une allocation sociale unique plafonnée avec une carte vitale biométrique et fichier national interconnecté pour lutter contre la fraude sociale, la fin de l'AME, une simplification de la TVA avec 2 taux, 12,5 et 20. La réforme du système de santé et conditionner par exemple les aides sociales à la résidence et à la contribution effective en France. Voilà par exemple quelques-unes de vos propositions à Hervé Morin. Vous voyez, ça c'est des propositions qui permettent réellement de transformer le pays. Et on gagne 200 milliards avec ça. Je vais vous donner un exemple simple. Je suis président d'une région. Je vais être confronté à des réductions drastiques de mon budget.
ma capacité... 5,3 milliards, pardon. Oui. Alors que Gérard Larcher a réagi, il a dit on peut pas faire plus de 2 milliards pour les collectivités. C'est-à-dire que grosso modo, on représente 5% de la dette du pays, on nous demande 15 à 20% de l'effort, quoi. Bon, enfin bref. Mais au-delà de ça, est-ce que on doit encore avoir un statut de la fonction publique territoriale? Moi, en vérité, le Conseil régional, on est une administration qui produit des services. Bon, on a besoin de s'adapter, on a besoin d'avoir de la mobilité. Moi, je constate aussi une chose, j'ai des fonctionnaires qui sont fantastiques, qui adorent leur région, qui sont fiers de ce qu'ils font. Et vraiment, j'ai les réunions à 8h ou à 20h, ça leur pose aucun problème. On fait des manifestations, ils viennent le week-end de façon volontaire, etc. Aucun problème. Ils sont, je pense, vraiment le contraire de l'image que parfois nos compatriotes veulent véhiculer sur la fonction publique. Mais, dans le même temps, ils constatent qu'ils ont quelques collègues dans chacun des services qui font pas grand-chose. J'ai en tête des personnes dont je n'ai aucune capacité à les mettre en action. Qu'est-ce que je fais aujourd'hui? Rien. Quand je les paie. Vous les payez? Point barre. Ils sont indéboulonnables. Indéboulonnables. Et tous les autres se disent, mais en fait, on travaille pour eux. Donc en fait, les 90% de ceux qui bossent se disent, mais les 5% ou les 3% qui foutent rien, qu'est-ce qu'on peut faire? J'ai en tête, je vais pas rentrer dans des descriptions plus précises, mais et parfois sur des postes qui sont pas des postes au SMIC. Ouais. Bon, et donc je me dis, mais pourquoi on ne donne pas cette capacité de mobilité des collectivités locales pour pouvoir bâtir des modèles de recrutement, de mobilité professionnelle, de va-et-vient entre le public et le privé, qui permettraient de pouvoir mieux gérer. Vous voulez dire que c'est un dogme qui n'a plus raison d'être aujourd'hui. Et en plus de ça, aujourd'hui, les jeunes qui sortent ne veulent pas être dans la fonction publique, bien souvent. Aujourd'hui, maintenant, on a la possibilité de faire des contrats. Ils vous demandent des contrats. Et par ailleurs, comme on a la rigidité du statut de la fonction publique, quand on est sur des fonctions très spécialisées, on n'est pas capable de recruter des gens qui ont des niveaux de formation et de qualification pour des postes. Quand par exemple vous décidez d'ouvrir à la concurrence le réseau ferroviaire, vous avez besoin d'avoir des gens qui soient extrêmement compétents sur ces sujets-là. C'est des ingénieurs, etc. Eh bien, la grille de la fonction publique rend quasiment impossible d'embaucher des personnes qui ont les qualités et les qualifications pour le faire. C'est très bien cette vision moderne, dynamique, je dirais, de la fonction publique. Je suis entièrement d'accord, mais vous ne dites rien. Peut-être n'avez-vous pas la liberté totale non plus en tant que président de région. Vous ne dites rien sur la réforme nécessaire, me semble-t-il, des collectivités locales. Vous avez la région s'occupe des lycées, par exemple. Les départements s'occupent des collèges. Pourquoi la région ne s'occuperait pas de tous les établissements scolaires? Est-ce qu'il ne serait pas temps, courageusement, de se poser la question, avec l'intercommunalité qui pousse, avec ces régions qui sont bien installées, de se poser la question si les départements qui ont été créés sous Napoléon, en calculant les distances par diligence à l'époque, est-ce que c'est encore une nécessité? Vous dites, mais je ne sais pas s'il peut vous répondre très librement. Oui, je réponds très librement. Son opinion. Vous voyez, donc cette réforme de l'État, on l'attend, quoi. On avait créé le conseiller territorial, vous vous souvenez, avec. Mais je suis contre cette idée-là, moi. Ça c'était l'idée de Sarkozy. Oui. Pour moi, le sujet, c'est pas tellement entre les collectivités. Je veux dire, si je gère les départements, de toute façon, le personnel que j'ai dans les départements, je les aurais, qu'ils soient gérés par une collectivité départementale ou une collectivité régionale. Le vrai sujet, Georges Fenech, c'est la question du doublon permanent sur toutes les responsabilités entre l'État et les collectivités locales. C'est-à-dire qu'on a décentralisé toute une série de responsabilités, mais comme l'État n'a jamais eu confiance dans les collectivités locales, l'État a continué à conserver des services. Donc à chaque fois que vous êtes dans des réunions, vous avez toujours le service miroir ou la structure miroir qui dépend de l'État quand la loi vous a fixé des compétences. Et je pense que c'est là où se situent des gisements considérables d'amélioration. J'ai fait une réunion dernièrement. C'est intéressant, ça. Dernièrement, les 3 élus qui étaient là, on a compté. Il y avait 27 personnes. Provenant de 25 000 structures
qui, chacune d'entre elles, exerçait une part de responsabilité au titre du sujet qu'on évoquait. Il y avait les CAF, les départements, 36 services de l'État. Et en fait, il y a un moment, il faut dire, si les départements gèrent le RSA, ils gèrent complètement, totalement le RSA dans toute la gestion. Nous, par exemple, nous gérons... à la région Normandie. Nous formons, nous sommes en charge de la formation des demandeurs d'emploi, mais nous n'avons pas droit d'avoir la discussion avec les demandeurs d'emploi. La logique voudrait que l'État nous dise, OK, vous gérez le service public de proximité qui est la question du chômage, et en même temps, vous discutez avec les chômeurs, et donc vous prenez France Travail sous votre responsabilité, vous avez la totalité des crédits de formation qui sont dispersés. Donc vous faites la moitié du boulot en fait. Voilà, on fait la moitié du boulot et de l'autre côté, il y a les mêmes qui font la moitié du boulot. Ouais. C'est ça, et vous parlez pas entre vous. Ah bah si, on se parle heureusement parce que si quand on, même. Non, si on était... Vous savez, dans les schémas kafkaïens que j'ai pu observer dans la politique française, il y aurait pu avoir celui-là aussi. Alors quand les doublons, ça coûte cher. Le doublon, bien sûr. Le doublon réel, c'est entre l'État, les agences que l'État a générées et l'ensemble des collectivités locales qui ont des parts de responsabilité sur les mêmes sujets. Exact. Et c'est ça le vrai problème. Mais en termes de personnel, vous disiez si la région s'occupait du département, de toute façon, je récupérerais, je vous ai écouté, je récupérerais oui, le les agents personnel. qui travaillent dans les collèges, je les aurais quand même. Je récupérais le personnel des départements. Mais il n'y a pas à la région, alors pour le coup, dans ce cas de figure, il n'y aurait pas à la région des personnels, ça ferait pas, il n'y aurait aucun doublon entre le non, parce que on récupérerait pas de... Quand vous prenez le personnel, les lycées, pour prendre l'exemple des lycées, pour l'essentiel, c'est des agents qui sont dans les lycées, qui s'occupent de la restauration, qui s'occupent du ménage, qui s'occupent de l'entretien, qui s'occupent de faire en sorte que l'ensemble des ateliers, des machines qui sont dans les lycées professionnels fonctionnent, et que tout ça, quoi qu'il arrive, il faut qu'ils soient là. Et dans les collèges, vous avez les mêmes qui s'occupent de l'entretien, de la restauration. Il n'y aurait pas de gain. Alors, il peut y en avoir à la marge sur la structure administrative qui gère tout ça, mais c'est pas ça le débat pour moi. Vous avez beaucoup d'agriculteurs en Normandie. On a près de 30 000 agriculteurs. 30 000 agriculteurs. Je voudrais que vous réagissiez à ce qu'a dit Sandrine Rousseau. On l'écoute. Mais j'en ai rien à péter de leur rentabilité. Et puis je pense qu'en fait, c'est pas le sujet, quoi. La rentabilité de l'agriculture par des produits chimiques au détriment des sols, de la biodiversité, de notre santé, c'est pas de la rentabilité en fait, c'est de l'argent sale. Madame Rousseau, elle est bien gentille, mais de dire rien à péter, mais quand on touche 10 à 15 000 euros par mois, moi aussi j'en aurais rien à péter. Donc c'est pour ça on a des gens lunaires, comme je dis souvent sur les réseaux bobo parisiens, et là on a la up class du bobo parisien. Mais voilà, on est dans des mondes différents, donc c'est pas une critique, c'est une constatation. Sandrine Rousseau, j'en ai rien à péter de leur rentabilité en parlant des agriculteurs, et Patrick Legras de la coordination rurale qui lui répond. Qu'est-ce que vous dites à Sandrine Rousseau ? Qu'elle devrait simplement respecter ceux qui travaillent la terre. C'est aussi simple que ça, et qui nous nourrissent. Ils ont été 529 à se suicider en l'année 2016. C'est ce que j'allais dire. Le monde leur revenu a baissé de 40% en 30 ans. Le monde, alors c'est très, en vérité, il n'y a pas une agriculture, il y a des agricultures. Oui, bien sûr. Il y a une agriculture. Il y a les grands céréaliers. Non, même pas. Aujourd'hui, les prix agricoles ont beaucoup augmenté sur toute une série de secteurs, et en Normandie, par exemple, jamais les agriculteurs n'ont autant investi depuis 2 ans parce que leurs résultats se sont très nettement améliorés. Et de l'autre, vous avez une agriculture qui est en immense souffrance, qui est celle du sud de la Loire. Et donc, il y a des agricultures, et il y a un sujet qu'elle devrait ne jamais oublier, c'est que, compte tenu du bouleversement climatique que nous vivons, on va plus que jamais avoir besoin d'eux. Des agriculteurs. Ben bien sûr, pour nous nourrir. Donc on devrait au contraire être d'une vigilance absolue pour faire en sorte qu'on ait un maximum de jeunes qui reprennent les exploitations qui aujourd'hui sont souvent gérées par des hommes ou des femmes qui ont plus de 50 ans. Alors, oui, pardon, Vincent Roy. Non, mais vous voyez que Madame Rousseau, elle sait pas faire un mauvais jeu de mots, mais elle est complètement hors sol, alors là, pour le coup. Et puis elle fait surtout la démonstration criante, à mon avis, que l'écologie politique est une imposture. Comment peut-on déclarer des choses pareilles ? Moi, je voudrais juste lui dire, venez dans une exploitation laitière, 365 jours par an. Faut les traire, les vaches. 365 jours par an. Même s'il y a des robots de traite, faut être là tous les jours. Elle peut plus manger en fait, elle s'en prend aux pesticides, elle s'en prend aux nicotinoïdes. Et j'allais dire,
ce sont le monde agricole est exceptionnel. D'abord, il recèle des femmes et des hommes de grands talents, qui ont un grand sens de la conscience, qui ont une grande conscience politique. Moi, j'ai des responsables agricoles dans ma région exceptionnels, capables de prendre leurs responsabilités sur des tas de sujets. Et puis, elle oublie quelque chose de clé, c'est que est-ce qu'il y a beaucoup de secteurs économiques en France qui ont autant évolué depuis 40 ans? On leur a demandé de produire massivement dans les années 60 pour nourrir les Français et nourrir l'Europe. Après, on leur a demandé 36 transformations. Si la France entière s'était transformée comme le monde agricole est constamment obligé de se transformer, je peux vous dire qu'on se porterait sacrément bien aujourd'hui. Mais là, c'est pas la transformation, elle risque de disparaître. Elle risque de disparaître. Si on continue avec des discours comme cela, si on continue avec des traités comme le Mercosur ou autre, il risque véritablement, et les normes, tout le débat qu'on a eu ces 2 dernières années, et toutes ces fermetures, je sais plus combien, j'ai plus les chiffres en tête, mais ça a été divisé, toutes les exploitations agricoles. Donc, c'est plus une question de transformation, c'est une question de survie de notre agriculture qui est posée aujourd'hui. Puis il faut peut-être arrêter de se moquer d'eux aussi. Enfin, je me souviens du discours, le discours sur la paille, j'appelle ça comme ça, de Monsieur Attal, les déclarations du président de la. Parce que tout à l'heure, je vous entendais dire une chose qui moi me trouble tout le temps. Je vous entendais dire le président de la République, c'est quand même un type intelligent. Intelligent, pourquoi? Pour nous amener là? Ben non, Michel. Non, mais c'est ça le problème. Non, mais des intelligents comme ça, on n'en veut pas. Et les promesses qu'il a faites au salon de l'agriculture, voilà, tout ça. Non, mais ces gens, on s'est beaucoup moqué d'eux. On a dit qu'on arrêtait de tailler les costards. Faut peut-être arrêter le mépris. Faut peut-être arrêter le mépris. Ce serait pas mal. Qu'il arrête le mépris. Merci en tout cas Hervé Morin d'être passé par le studio d'Europe 1. Oui. En plus de ça, il pleut beaucoup, donc j'espère que vous avez un parapluie à me prêter. Eh ben, écoutez, on va essayer de trouver ça. On n'est pas en Normandie, ici. On va trouver ça, mais la Normandie, oui, ça, vous la pluie dans l'an, vous craignez pas. 20h44 sur Europe 1.